Donc là, on commence à parler de l'univers de Crimson Hope et de son histoire. Donc là, j'enfile mes petites lunettes d'Alain Decaux en mode Doc Dandy raconte. Donc, l'histoire de Crimson Hope, ça commence vraiment en 2070, à la fin de la 4e guerre mondiale. Oui, oui, il y en a eu 4. Et puis, une troisième. La 4e était sans doute la conséquence de la 3e. On pouvait pas vraiment parler de guerre mondiale, de conflit global, comme on peut l'imaginer, mais plutôt comme une suite de conflits tout autour du monde qui du coup ont mené vraiment l'humanité et la Terre à bout de souffle. Donc c'est arrivé à bout de souffle, les humains, les terriens ont décidé d'en finir avec les nations et toutes les problématiques nationalistes, des gouvernements autoritaires qui pouvaient du coup pousser les uns contre les nations les unes contre les autres, et du coup qui ont créé évidemment beaucoup de problématiques de perte de territoire, de migration de réfugiés, euh, d'instabilité économique, et c'est à ce moment-là du coup que la fédération terrienne a été mise en place. Alors, on va pas vous vendre un rêve pacifiste à la Star Trek. La Fédération terrienne, in fine, ce sont les grandes corporations qui l'ont mis en place. Pour une raison simple, c'est que, alors qu'ils avaient profité jusque-là des conflits, ils sont arrivés à bout de souffle, dans le sens où les profits générés par les guerres ne suffisaient plus et ne fonctionnaient pas. On était arrivé du coup à un écroulement global de l'économie. On n'était pas loin d'une apocalypse économique et du monde. Et donc les grandes corporations, les puissants, ont commencé du coup à mettre en place une gestion raisonnée de la planète à grande échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment globalisé l'intégralité des ressources, notamment pour freiner le cataclysme climatique. Donc ça n'a pas été simple, mais en mettant en place vraiment, en globalisant la totalité des ressources humaines, économiques et de matières premières, ils ont pu vraiment prendre des décisions voilà, les plus cohérentes possibles. Alors ça, il y a eu deux bémols par rapport à ça. Le premier bémol, c'est que tout simplement, euh, la confiance des populations envers l'action politique a quand même été gravement érodée. Ce qui fait que du coup, les corporations ont repris la main. Donc en devenant des protecteurs de la population, puisque du coup, une corpo avait tendance du coup à vouloir protéger ses employés. Et donc comme sous une forme de protection sociale, les corporations sont devenues plus en plus influentes pour protéger les gens qui travaillaient pour elles. Ce qui fait que du coup, forcément, l'influence politique ayant amené ce qui s'est passé, ça a généré une puissance des corporations, voilà, un côté protectionnisme corporatiste de plus en plus fort. Ce qui fait que dans la Terre, dans le monde de Crimson Hope, aujourd'hui sur Terre, vous n'appartenez pas à telle ou telle nation, telle ou telle race, absolument pas. Vous appartenez à une corporation, ou un sous-ensemble de corpos. Éventuellement, vous êtes un fonctionnaire de la fédération, mais généralement, vous avez grandi dans un environnement corpo. Donc ce qui génère pas mal de choses. L'autre problématique, c'est que bon, il y a eu quand même pas mal de flux migratoires, et le monde meilleur, il l'est, hein, mais pas pour tout le monde. Donc il a bien fallu résoudre les problématiques de migrants, de gens, de réfugiés, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction,
et notamment destruction économique qui a fait que du coup il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans emploi, sans argent, sans rien, sans infrastructure même, pour pouvoir gérer tout ça. Et, euh, et ça n'a pas été simple du coup de gérer les pauvres, hein, tout simplement. Donc là, il y a quelqu'un dans une grande corporation, sans doute un cadre assez génial, qui a trouvé une solution. La solution, c'est la migration, c'est l'exode sur Mars, puisque Mars avait été colonisé par les Terriens il y a quelques dizaines d'années, et on avait essentiellement des colonies scientifiques avec mais Mars était devenu viable. Alors faut pas rêver, la terraformation de Mars, elle avait été abandonnée pour des simples raisons économiques, ça reste possible, sauf que c'est long et ça coûte de l'argent, donc absolument aucun intérêt pour les différents intérêts financiers. Donc pas de terraformation sur Mars, en tout cas pas encore. Et donc l'idée c'était en fait c'est de proposer aux gens qui le voulaient. Alors bon évidemment le choix était vite fait entre une pauvreté et la misère sur Terre et du travail et être logé, nourri sur Mars et sur les planètes extérieures. Tout de suite ça. Donc en fait, on a vraiment créé une espèce d'exode, vraiment comme la conquête de l'Ouest. Donc c'était la conquête de Mars. Et donc il y a eu toute une période où les populations les plus pauvres se sont vues offrir un ticket pour Mars. Avec un travail à la clé pour du coup exploiter les ressources, gérer les installations, sans doute par exemple gérer les transports entre les différentes planètes. On verra un petit peu au niveau des planètes comment ça se répartit. Et donc Mars est devenu une nouvelle colonie où s'installaient les corpos. Donc ce qui se passait c'est que chaque corporation, on va dire, voilà, des gens comme par exemple Walker Industries. Walker Industries, c'est un des pionniers, c'est un des corpos dans Crimson Hope. C'est une des corpos qui du coup a été parmi les premières du coup à acheter des terres sur Mars et à installer les gens pour qu'ils travaillent pour eux. Donc là il y avait un côté un peu 19e siècle puisque du coup à la fois du coup vous étiez logé et nourri par la corpo, vous travailliez pour la corpo, et en échange du coup il y avait un contrat d'engagement qui du coup tout simplement emprisonnait les personnes dans un contrat. C'est le fameux CDI, un contrat de durée indéterminée, puis en fait c'est un contrat à vie pour voilà, on t'offre une nouvelle vie, mais du coup en échange tu travailles pour nous. Donc c'est une belle solution pour exploiter la misère. Et ça, du coup, effectivement, ça a très très bien marché. Et très vite, Mars est devenu une tête de pont pour l'exploitation des ressources et ensuite, du coup, pour l'exploration des autres planètes. Donc ça a très vite développé des choses sur d'autres sites. La Lune, qui était déjà devenue un intermédiaire pour pouvoir lancer des vaisseaux dans le système solaire, est devenu carrément le spatioport de la Terre. Donc aujourd'hui, dans l'univers de Crimson Hope, au XXe siècle, la Lune c'est une espèce de immense spatioport hangar qui sert du coup de dépôt, de système de lancement et de système logistique et de stockage pour toutes les ressources qui viennent entre la Terre et les planètes extérieures. Une autre planète qui a beaucoup joué du coup dans l'expansion de l'homme, c'est Vénus. Alors pourquoi Vénus? Parce qu'elle n'est pas forcément très, très intéressante au niveau... simplement... pardon. Hop. Au niveau simplement de la survie de l'humanité. Pourquoi Vénus? Parce que déjà on a pu faire face aux problématiques d'atmosphère toxique et de chaleur intense. Et Vénus a un point intéressant, c'est que c'est une planète qui tourne très vite autour du Soleil, puisque son orbite est de 6 mois, donc une année vénusienne c'est 6 mois. Ce qui fait que quand vous avez une planète comme Mars ou Jupiter qui est à l'autre bout du système solaire pour la Terre,
eh ben, il faut quasi 1 an pour pouvoir la rattraper. Donc, enfin, 6 mois. 6 mois, puisqu'il faut faire le tour. On fait pas un tour complet, on fait juste une demi-orbite. Et l'avantage, c'est que Vénus, elle le fait en 3 mois, puisqu'elle tourne autour du Soleil en 6 mois. Donc, avec Vénus qui, du coup, peuvent servir d'intermédiaire logistique, en tournant très très vite autour et pouvoir du coup servir de plateforme logistique, hein, clairement, pour l'ensemble du système solaire. Vénus est devenue une plateforme où il y a beaucoup du coup de marchandises qui vont et viennent. Ce qui fait que les Vénusiens sont surtout connus pour étant en fait des marchands, euh, des, euh, des spationautes qui permettent, qui font beaucoup de négoces et d'échanges entre les différentes planètes. Donc ça a commencé à travailler, à bien se développer pour le meilleur des mondes. Sauf que bah, ça n'a pas forcément duré, puisque comme j'expliquais sur Mars, il y avait une obligation de s'investir dans la corporation à vie, avec pas vraiment de choix, de perspective pour les Martiens. Bah, il y a eu commencé très très vite à avoir des premières révoltes sociales, avec notamment la révolte de 2125, donc près de 50 ans après les premières colonies corporatistes martiennes. Au bout de 50 ans, ben, les enfants des gens qui avaient vendu leur âme pour survivre ont décidé de se soulever, ont réclamé l'autonomie. Donc c'est là qu'on a vu apparaître les premiers mouvements Red Cap. On en reparlera, c'est les fameux bonnets rouges, mais qui n'ont rien à voir avec nos bonnets rouges à nous, mais qui sont vraiment plutôt les, euh, les insoumis, les insoumis du futur. Euh, donc les Red Cap qui ont commencé à demander bah, des choses aussi simples que l'autonomie des colonies martiennes et le libre choix et de travailler pour qui on voulait, et pas d'être obligé parce qu'on est né sur une colonie martienne qui appartient à Walker ou à Matsukase, de travailler pour la dite corporation. Euh, Là, on va dire que ça a été très vite puisque ce qui s'est passé, c'est que bah, il y a eu les premières violences des Red Cap, premier dégradation, ce qui a engendré une répression absolument sévère. Ce qui est toujours intéressant quand tu es corpo et que tu maîtrises toutes les axes de communication, bah, c'est que du coup tu peux raconter ce que tu veux, donc en montrant des images de révoltés Red Cap et de martiens enragés, prêts à tuer des cadres corpos, le couteau entre les dents. Ça a permis du coup de pacifier la planète à grands coups de bombardements orbitaux depuis des satellites et depuis notamment les satellites de Deimos et Phobos sur Mars. Donc tous les foyers d'insurrection martiens ont complètement été éradiqués à grands coups de bombe, donc avec des milliers de morts, mais du coup ça a permis de régler la situation. Ce qui a notamment engendré pas mal de contrôle, encore plus de contrôle et encore plus de répression par rapport aux révoltés. Ce qui n'a fait du coup que radicaliser le mouvement Red Cap. On en reparlera plus tard également. Mais je dirais les corpos sont pas bêtes et ont commencé à tirer les leçons de la problématique de Mars. Il y avait des tensions sociales sur Mars, il fallait quand même les résoudre. Donc les résoudre comment? Ben, en trouvant une autre solution, en simplement du coup en investissant sur le reste du système solaire. Et c'est à ce moment-là que du coup, ce qui était déjà le cas, mais la ceinture d'astéroïdes est devenue une espèce de nouvel Eldorado. Donc là, on a joué la même carte que sur Mars, c'est-à-dire qu'on a envoyé tous les désespérés, tous les pauvres, euh, tous ceux qui cherchaient une nouvelle chance dans la ceinture d'astéroïdes pour devenir mineurs stellaires et exploiter les ressources du coup sur de l'eau, des métaux, ce genre de choses sur les différentes stations
que sont Eros, Cérès, Antiope, Pallas, ainsi de suite. Alors c'est devenu vraiment un nouvel Eldorado, mais c'est devenu aussi un no man's, pas un no man's land, mais plutôt un lieu sans foi ni loi. Et donc c'est développé une espèce de Tortuga, un peu comme les Caraïbes du XVIIIe siècle, 16, 17e, 18e siècle. C'est devenu un endroit où les, euh, les criminels en fait se sont installés, et notamment sur l'astéroïde de Pallas, il y a carrément des pirates, hein, qui tiennent tout, et pendant très longtemps, jusqu'au du coup au début de l'histoire de Crimson Hope, il y a eu des tensions avec des pirates qui naviguaient entre les astéroïdes, et les militaires de la Fédération terrienne qui sécurisaient les astéroïdes. Sauf que l'ensemble étant très très diffus, c'était quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est toujours le cas dans l'univers de Crimson Hope, quand tu vas dans la ceinture, c'est un peu le Far West, hein. C'est vraiment c'est le lot du plus fort. Il y a beaucoup de criminalisation, et sur Eros par exemple, qui est devenu une base arrière pour les mineurs, c'est devenu un centre de plaisir où il y a des bordels, des bars, des casinos de jeux, toute la corruption qui va avec, mais ça va bien parce que ça permettait aux ceinturiens de venir se détendre. Donc ça a créé une espèce d'appel d'air, et pour éviter justement un peu les tensions qu'il pouvait y avoir, notamment sur Mars. L'autre plan aussi, c'était de coloniser les planètes, enfin les lunes de Jupiter. Et là, on a fait un grand projet immobilier, tout simplement, en faisant des lunes que sont Europe, Io, Titan, une espèce de Riviera stellaire. Et donc, toutes les personnes irritantes, les gens qui voulaient se mettre au vert, sont partis s'installer sur les lunes. Donc là, il y a eu des grands projets d'investissement en utilisant justement les ressources de Mars et de la ceinture pour installer des colonies joviennes. Alors il faut que je fasse attention parce que donc sur Jupiter, ce sont les Joviens, et je dis souvent les Vosgiens, et voilà, 88 représente. C'est pas le cas. Donc les Joviens, et donc les colonies joviennes sont devenues voilà, une espèce de lieu de villégiature, alors où il y avait également aussi, hein, des ouvriers, hein, puisqu'il y a aussi l'exploitation des ressources de Jupiter, mais c'est quand même un lieu où il y avait pas mal de, de mieux vivre. Voilà, donc c'est un lieu où voilà, les cadres corporatistes prenaient leur retraite, où les gens riches allaient en vacances, et où globalement, voilà, pour ceux qui connaissent le sud de la France et la région Côte d'Azur, on est un peu dans ce type-là, où il y a beaucoup de gens finalement qui sont là pour poser, se reposer, et boire des cocktails en regardant l'immensité de Jupiter et ses tempêtes, sur les bords d'un balcon sécurisé, évidemment. Donc ça c'est la situation où du coup on a des terriens, une fédération terrienne où les terriens vivent très très bien, puisque généralement ce sont des gens qui sont privilégiés là-bas, même s'il y a encore quelques pauvres. La plupart sont partis sur les planètes extérieures, essentiellement sur Mars et sur la ceinture. Mars était devenu du coup une planète très contrôlée et très sous la coupe du, des corpos, tandis que la ceinture, elle, est devenue vraiment une espèce d'air de liberté, d'utopie anarchiste et criminelle. Et Jupiter, un lieu vraiment de villégiature, où les Joviens ont généralement des images de nantis. On dirait que ça n'est pas anodin, puisque du coup ça implique pas mal de problématiques après derrière, par rapport à ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'invasion des Cyclopes.
Là maintenant on attaque le gros morceau qui est l'attaque des cyclopes. L'attaque des cyclopes. C'est assez simple puisque du coup l'humanité du coup avait essaimé un peu partout dans le système stellaire et envisageait peut-être du coup de commencer à lancer des expéditions vers d'autres planètes. Donc forcément cet environnement était très surveillé et du coup un jour les astronomes sont arrivés en disant il y a une anomalie, il y a quelque chose qui arrive vers la planète. Alors, au début, on a pensé à une gigantesque comète ou quelque chose de spécial, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas ça, puisqu'il s'agissait tout simplement d'une flotte gigantesque, donc des espèces de vaisseaux d'origine organique qui débarquaient sur le système solaire. euh, avec clairement du coup un aspect qui apparaît, enfin quelque chose qui apparaissait menaçant en tout cas pour les humains. Donc là la Fédération terrienne, puisque on rappelle tous les gouvernements ont disparu et la Fédération terrienne est le gouvernement de l'ensemble des nations du système, a envoyé l'armée et a utilisé maintenant c'est plus une planète mais on va dire le satellite Pluton comme tête de pont pour faire face à cette menace. Donc ils sont partis jusque sur Pluton pour installer des vaisseaux et mettre en place vraiment voilà, un premier bouclier défensif face à l'invasion. Au moment où les soldats sont arrivés sur Pluton et ont commencé à faire face aux Cyclopes, ils se sont rendus compte que il y avait quelque chose de pas normal. C'est-à-dire vraiment, les Cyclopes sont arrivés, ont commencé à les attaquer sous forme gigantesque. C'est pour ça que très vite on les a appelés Cyclopes, parce que faut imaginer des espèces de monstres géants, des poulpes de 30 mètres de haut, des espèces de chiens de 6 mètres de haut avec des écailles et des pointes, enfin tout un tas de créatures assez monstrueuses qu'on a très vite du coup cataloguées dans des comment dire, dans des catégories en s'inspirant du coup des monstres mythologiques. Donc les cyclopes sont devenus du coup des classes similaires comme les géants de glace. On a les classes Prométhée qui eux projettent du feu de plasma. On a d'autres comme les redoutés classe Circé qui enchantent et brouillent toutes les communications et prennent le contrôle des machines. Euh, et ainsi de suite. Heureusement, face à cela, les humains avaient ce qu'ils appelaient donc les Pumas. Donc les Pumas, c'est les Polyvalent Unit Mobile Armor ou armure mobile, polyvalente, les unités les unités polyvalentes d'armure mobile. Euh, qu'on appelle armure mobile ou Pumas plus simplement. Euh, pour faire face. Donc là on est sur du mecha qu'on appelle du Rare Robot, c'est-à-dire vraiment des mechas à peu près de 5-6 mètres, enfin pas très haut, à l'échelle humaine, et qui où vous avez juste la place pour mettre un pilote par mecha. Donc ils avaient quand même du coup déjà en place des mechas militaires qui étaient vraiment des chars d'assaut sur pattes qui ont permis du coup de faire face à ces cyclopes et pour tout dire au tout début les humains étaient très optimistes sur une victoire parce qu'ils massacraient les cyclopes par pack de 12, donc ça allait très vite. Et puis il y a eu un petit souci, c'est qu'ils se sont rendus compte que les cyclopes régénéraient, c'est à dire qu'en fait dès qu'il y en avait un qui était blessé, euh,
il arrivait au bout d'un certain temps à revenir sur le champ de bataille. Ce qui fait que la seule solution d'éliminer un cyclope, c'est de l'éradiquer, de le détruire complètement. Euh, euh, Parce que sinon, malheureusement, il peut revenir. Et ça a beaucoup usé les humains, puisque bah, leur armure mobile, évidemment, ils pouvaient les réparer, mais ils ne pouvaient pas les régénérer comme ça dans l'heure. Donc, au final, le front de Pluton s'est peu à peu dégradé, et puis d'un coup, ça a complètement explosé, un peu comme un ballon de baudruche qu'on gonfle et puis qui finit par éclater. Ça a été ce qu'on appelait la débâcle. C'est-à-dire que là, les militaires ont sonné à la retraite parce que les lignes cyclopes ont pénétré les lignes humaines et il n'y avait plus d'autre choix que de fuir. Euh, et la planète la plus proche, c'était Jupiter. Et donc les Joviens ont vu arriver les militaires un peu désespérés, blessés, dans un sale état, le moral à zéro, en est prêt du coup à s'installer sur les lignes joviennes pour mener un nouveau front. Sauf que bah, en vrai, elles ont été complètement débordées. Les cyclopes sont arrivés très très vite. Ce qui fait que les forces militaires ont dû fuir à nouveau. Mais cette fois-ci en emportant les réfugiés des, euh, des planètes des lunes Jupiter. Et donc il y a toute une série de vaisseaux qui sont partis d'Europe, de Io, de Titan, ainsi de suite, pour fuir vers les planètes intérieures, donc plutôt vers Mars, la Terre et Vénus. Euh, donc faut imaginer la vie sur Mars, c'est-à-dire que vous avez une situation qui est plutôt stable, politiquement et au niveau sécurité sur la planète. Et tout d'un coup, sur vos écrans géants, vous voyez les immenses vaisseaux et les flottes militaires qui fuient de Jupiter, avec des militaires qui font ce qu'ils peuvent pour retarder l'invasion cyclope, pour éviter que les civils soient tous tués. Donc il y a eu une panique totale, et il y a eu un mouvement de panique sur Mars, parce que l'autre planète la plus proche, c'était Mars. Et donc, ils ont évidemment pas mal paniqué. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose de pas très sympa. C'est la fuite, mais la fuite de tous ceux qui avaient les moyens de fuir individuellement sans qu'on affrète des cargos ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cadres corporatistes qui ont fui. Tous les gens qui avaient les moyens, qui étaient puissants, ou qui simplement avaient accès à un vaisseau, ont fui vers la Terre ou vers Vénus. Euh, Évidemment, il y a beaucoup de Martiens qui sont restés sur le carreau parce que du coup ils n'ont pas pu fuir juste sur le moment de la panique. Et donc il faut imaginer cette terreur où vous voyez des vaisseaux partir avec vos dirigeants qui fuit, qui quitte la planète, et vous voyez arriver déjà les premiers réfugiés joviens sur la vôtre, en disant on va tous mourir, sauvez-nous, avec l'idée que bah, du coup Mars était la prochaine sur la liste. Et c'est là qu'il y a eu un miracle. Parce que entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, avec des rochers plus ou moins gros répartis tout autour de l'orbite du Soleil. Et c'est sur Antiope, un des astéroïdes les plus proches de Jupiter, qui a eu une espèce de petit miracle. En voyant l'invasion sur les écrans, il y a les mineurs stellaires de la ceinture qui ont décidé de se battre. Parce qu'eux aussi ils utilisaient beaucoup des pumas pour l'extraction minière sur les rochers. Donc il faut imaginer vraiment des mechas avec des marteaux piqueurs à la place des bras pour pouvoir extraire, et des pelleteuses pour pouvoir extraire les minerais et les roches sur différents astéroïdes, qui ont décidé de se battre. Donc en gros ils ont installé une mitrailleuse lourde, ou simplement ils utilisaient leur propre matériel pour venir avec les militaires
euh, se battre contre les cyclopes. Et là, il y a eu énormément de pertes, que ce soit chez les militaires ou même chez les civils joviens qui fuyaient. Euh, Ils ont réussi à stabiliser le front. C'est-à-dire que les cyclopes se sont arrêtés et sont repartis s'installer sur Jupiter. Donc les lunes de Jupiter aujourd'hui sont colonisées par les cyclopes. Et alors on n'a plus de nouvelles des autres planètes extérieures comme Uranus ou Saturne où il y avait quelques colonies spécifiquement scientifiques. On n'a plus de nouvelles. Et toutes les planètes, on dit extérieures à la ceinture d'astéroïdes, sont sous la coupe des cyclopes. Par contre, grâce à une répartition et la mise en place d'un front, la ceinture d'astéroïdes est devenue le front de l'humanité et le front de protection de l'humanité. Et ça a permis du coup de stabiliser tout ça. Donc là, il y a vraiment une espèce de statu quo où les cyclopes n'avancent plus. Il y a des incursions, il y a des batailles assez fréquentes, mais il n'y a plus vraiment de, de, de pénétration importante des lignes au-delà de la ceinture. Donc on va dire que la situation est stabilisée, sauf que évidemment, il y a eu pas mal je dirais de, problématiques associées derrière. Et c'est à ce moment-là que il y a des gens qui se sont réunis et qui ont créé l'agence Ares.